Dans le cours d'aujourd'hui, on va parler Minimum Viable Guru, on va parler IA, on va parler création de valeur économique. C'est bien, c'est un peu le concept j'allais dire de la chaîne, mais on n'est pas sur YouTube. Si vous voulez, les Tugan, ARX et compagnie, saison 1, enfin RX 1.0, on va dire, c'était version dark. C'est qu'il y avait une opportunité de marché à aller faire du B2B. Clairement, cette opportunité de marché n'est plus ce qu'elle était. Et donc, il fallait vers du clean. D'autant plus qu'en fait, si on a un peu, je dirais, si on s'autosuce un peu, en vrai, on mérite mieux que ça, individuellement, collectivement. On mérite mieux que faire des PDF. Si vous voulez, il y avait deux paradigmes dans comment faire de l'argent avec Internet. Il y a le paradigme startup et il y a le paradigme biz online. Je vous ai envoyé un thread là-dessus pendant la semaine, ou la semaine d'avant. Je vous explique les deux paradigmes. Le paradigme startup, c'est mèche sur le côté, petite chemise, tu as fait, ou dit parce que tu es cool, tu as fait Stanford, Harvard, HEC, Polytechnique, enfin des merdes comme ça, quoi. Tu vas vivre dans un shithole, donc Londres, San Francisco, Paris, les endroits où tu peux te faire décapiter dans la rue pour rien. Et tu vas lancer une startup et lever des fonds. En fait, lever des fonds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rentres dans un Ponzi, littéralement. Le Ponzi de la levée de fonds, c'est l'investisseur, il investit à 10 millions de valo pour que derrière, il fasse venir un autre investisseur qui investisse à 20 millions de valo, puis à 30 millions de valo. Et en gros, voilà, il faut toujours qu'il y ait un nouveau gogo qui monte. Et à la fin, on unload tout sur le retail. Le problème, c'est quand on est entrepreneur et qu'on est pris dans cette dynamique-là, on est, on est condamné à vivre dans un shithole. Deux, tout est dicté et décidé par d'autres personnes que vous. Donc, en termes de liberté, c'est zéro. Et trois, quand même, vous ferez de l'argent. Parce que certes, on vous parle de boîtes qui valent des dizaines de millions, centaines de millions, voire des milliards. Oui, mais l'entrepreneur, il lui reste combien? 0,5%. Enfin, ok, j'exagère un peu. 5%, 10%. Oui, mais il vit à San Francisco, en Californie, il vit à Paris, il vit à Londres. Ça taxe à mort, en fait, dans ces endroits-là. Donc, genre, au bout de 10 ans, il va prendre son ticket à 20 M. Et sur les 20 M, il va se faire ponctionner de 30%. Et de me dire, ça fait quand même des sous. Ouais, mais je dirais à intelligence égale, il y a plus d'argent à faire. Donc, il y a le paradigme startup. Clairement, vous l'aurez compris, c'est pas tellement mon truc. Et la plupart d'entre vous, c'est pas tellement votre truc. L'alternative, c'est donc le modèle Biz Online. Le modèle Biz Online, c'est beaucoup ce qu'on fait nous. C'est OK, tu as un petit business, tu fais du e-commerce, de l'infoprenariat, de l'affiliation. OK, tu crées ton petit système, tu automatises un petit peu. Hop, tu rames et tu payes un petit peu voilà, pour que ça avance. Et tu peux gagner 100 000 euros par an. Tu peux gagner jusqu'à 1 million, peut-être, dans certains cas un peu plus, mais c'est très rare les gens qui font plus d'1 million. Tu es libre, donc tu fais ce que tu veux, tu vis où tu veux, tu peux optimiser ta méritocratie, à savoir te foutre là où on ne va pas te taxer. Tu peux avoir une vie selon tes conditions. Tu as une vie selon tes conditions, mais tu ne seras jamais vraiment très riche. Et à la minute où tu arrêtes de ramer, on peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas vraiment des revenus passifs et tout se pète la gueule. Donc en gros, il y avait cette dichotomie entre le monde startup, avantages et inconvénients, et le monde biz online, avantages et inconvénients. Il y a une voie au milieu. Cette voie au milieu, c'est la voie du fils de pute C'est on commence avec du biz online, un peu crade, un peu bourrin, mais on se fait du cash flow, de l'indépendance, du réseau, des affiliés, l'accès à du talent, des communautés, des choses comme ça. De quoi faire, je dirais, 100 000, 200 000 par an ou plus. Et une fois qu'on a bâti ce truc-là, on se dit, OK, fort de ce cash flow, de ce réseau, de cette expérience, de ces partenaires, de ces talents auxquels j'ai accès, je vais builder, fabriquer en bon français si vous préférez, des plateformes, des technos, des SaaS, SaaS, donc des logiciels, des protocoles dans le Web 3, etc. Sauf qu'on démarre avec une position de force, on démarre avec du cash, avec du réseau. Moi, demain, je lance une nouvelle boîte, je fais une levée de fonds, je fais un tour de table, mais je peux lever 10 millions demain, juste sur mon réseau. Et ça me prendra une semaine, même pas. Lever 10 millions chez les investisseurs, ce qu'on appelle les VC, Venture Capital, oh putain, ça prend 6 mois, il faut sucer des bits, il faut faire des PowerPoint, il faut envoyer des trucs, des machins, il faut signer des contrats, des trucs. Tu n'as aucun putain de droit. Les mecs décident de tout. Non. Donc la voie FDPH, c'est on bâtit sa liberté sur le cash flow, mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas en mode c'est bon, je suis à Malte, je suis à Bali, je prends mon petit SMIC sur stéroïde en faisant du freelancing et en shitpostant sur Twitter et je m'arrête. On ne peut pas s'arrêter. Pourquoi on ne peut pas s'arrêter? Parce que il y a 20 ans, 1 million, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, avec toute l'inflation qu'on se prend dans la gueule et je dirais la tronche du monde, il faut 10 M. En dessous de 10 M, ouais, enfin, quand tu passes le M, ça va, c'est bien. Mais tu remarques, en fait, c'est pas plus avancé, quoi. Tu restes un pauvre, en fait, malheureusement. Fait qu'il faut au moins 10 M, en fait. Et pour faire 10 M,
il faut de la techno, il faut de la plateforme, il faut du logiciel, il faut des trucs comme ça. Donc, on démarre sur ce qu'on fait et après, on dit, OK les mecs, ça c'est chouette, next level, on convertit tout ça sur de la techno et de la plateforme. OK. Et une bonne manière d'accompagner ce processus, c'est de bâtir votre personal branding, votre minimum viable guru. Le minimum viable guru, donc MVG, c'est un concept qui est détourné du MVP. MVP, dans le vocabulaire startup, c'est le minimum viable product. Un minimum viable product, c'est quoi le produit le plus minimum, le plus basique qu'on peut shipper, qu'on peut envoyer, qui accomplit à peu près ce qu'on voudrait accomplir pour le client. C'est pas parfait, il manque la moitié des fonctionnalités, il est très incomplet, mais sur une fonctionnalité sur laquelle on a fait notre marketing, ça fonctionne à peu près. C'est le MVP. La question, c'est en tant que positionnement public ou semi-public, et je reviendrai sur le caractère semi-public, qu'est-ce qu'on peut bâtir comme positionnement? Et c'est extrêmement important. La plupart d'entre vous qui ont fait beaucoup de pognon dans les PDF, dans le B2P, en fait, ils ont gagné plein de thunes. Leur réseau, c'est quoi? C'est une brochette de mecs un peu dark qui font des scams en e-commerce et qui vendent des PDF à des ménagères ultra violents. Donc, est-ce que c'est un réseau intéressant? C'est pas inintéressant, mais c'est un peu limité comme horizon. Leur reconnaissance, je dirais l'accès du talent, l'accès du levier bancaire, l'accès à des réseaux est très limité. C'est bonjour. Moi, j'ai essayé de devenir un dîner d'entrepreneur en disant je suis le king des PDF. Ça ne l'a pas fait. Vous voyez. Et donc, en fait, si ces personnes avaient développé un minimum viable guru au cours des années, au cours de leur ascension, et encore une fois, ce minimum viable guru existe. Si vous vendez du PDF un peu dark ou de l'e-commerce un peu, voilà, enfin, comme vous voulez, dark ou pas dark d'ailleurs, vous pouvez avoir un minimum viable guru qui est séparé de ça. Vous pouvez bâtir, je dirais, votre profil d'entrepreneur, votre profil de copywriter, votre profil de marketeur, votre profil de mec qui sait faire des publicités, votre profil de quel que soit le talent que vous avez, indépendamment de votre business. Ça peut être relié, mais ça peut aussi être séparé si vous ne voulez pas mélanger les trucs. Mais il faut bâtir ce truc-là. Parce que ce truc-là, c'est l'accès du réseau, c'est l'accès à de la reconnaissance. Quand je dis reconnaissance, ce n'est pas reconnaissance en mode prestige profit, c'est des gens compétents et talentueux qui vont vous reconnaître comme étant quelqu'un d'intelligent, d'intéressant et de talentueux. Donc, ce n'est pas genre, ouais, la société, ma mère est fière de moi. Rien à foutre de ça. C'est les gens intéressants, intelligents et talentueux vous reconnaissent comme étant intéressants, intelligents et talentueux. Ou talentueuse, etc. Bon, c'est une femme. Vous comprenez. Donc, c'est important de se bâtir ce profil de minimum viable guru et le plus tôt vous démarrez, le mieux. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on met dans un minimum viable guru? Ce qui est important, c'est qu'on comprenne que vous existez en tant qu'humain. C'est-à-dire quand vous créez, je dirais, un pseudonyme à la con pour vendre des PDF, vous n'existez pas en tant qu'humain. Okay. Exister en tant qu'humain, ça veut dire vous avez une présence sur les réseaux sociaux, vous avez une photo qui peut être retouchée, une photo qui peut aussi être un NFT dans certains cas, ou juste une photo à la con, mais vous avez une photo. Vous êtes ce qu'on appelle semi-dox. Dox, D-O-X-X. Le fait, enfin, ce dox ou le doxing, ça désigne le fait sur Internet de dévoiler une partie ou la totalité de votre identité. Nom, prénom, où vous vivez, visage, voix, etc. Donc, on va être sur du semi-dox. C'est assez important de… en fait, si vous dévoilez votre identité parfaitement, si vous dévoilez tout, vous n'avez pas, pas la possibilité de revenir en arrière. C'est là, c'est sur Internet. Si vous utilisez un pseudonyme, genre vous utilisez, genre, on a, je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme prénom? Voilà, on a Marc avec nom de famille dans le chat. Si Marc il dévoile tout, on sait que c'est lui. C'est pas forcément problématique. Si Marc il est spécialisé, j'en sais rien moi, je sais pas, en copywriting PDF, enfin en copywriting, il peut s'appeler Marc Copywriting, par exemple. Comme ça. Et après, pour la photo, il peut mettre voilà, une autre chose que son vrai visage au début. Ce qui est pertinent avec le semi-dox, c'est qu'on donne des éléments d'identité, par exemple un prénom, par exemple, une nationalité, vous êtes français, par exemple, ou belge, ou j'en sais rien. Mais on ne donne pas tout. Donc, vous préservez votre vie privée, ce qui, mine de rien, croyez-le ou non, est important, parce que quand les gens deviennent dingues, vous n'imaginez même pas ce que vous prenez dans la gueule. Et si un jour vous dites, OK, je voudrais aller vers plus de transparence, plus de visibilité, avoir une relation peut-être plus profonde et plus riche, plus dense avec mon audience et dévoiler un peu plus de ma personne, vous avez la possibilité de le faire. Donc, mieux vaut être semi-dox et après choisir au fur et à mesure de la relation et de votre positionnement sur Internet, qu'est-ce que vous voulez révéler et si vous voulez révéler d'autres choses sur vous, plutôt qu'être en mode salut, c'est moi, et après ne pas forcément avoir la possibilité de faire marche arrière. D'accord. Un MVG, on va dire qu'il est niché.
il est spécialisé. Un MVG, il ne va pas parler de 15 000 trucs. Il va avoir un sujet ou peut-être un sujet secondaire et un sujet tierce qui en général vont avec, qui sont à peu près dans le même package. Donc, typiquement, on peut parler genre par exemple, de copywriting et peut-être aussi un petit peu d'investissement et peut-être un peu de publicité, par exemple, j'en sais rien. Vous voyez, c'est OK, l'investissement, ça ne va pas forcément avec publicité et copywriting, mais les mecs qui font du copywriting et qui gèrent qui font de la publicité pour leur business, ils se posent la question de l'investissement. Donc, ils ne vont pas se dire qu'est-ce que ça fout là. Si ça parle, par exemple, de cuisine asiatique entre le copywriting et les tunnels de vente, on va se dire ouais, qu'est-ce que c'est bien foutre là le truc. OK. Donc, il faut être niché. Enfin, il faut être utile. Je reviens dans un instant, mais il faut créer du contenu. Il faut, il faut, il faut produire des choses, il faut produire des idées ou piquer des idées d'autres gens, ça marche aussi. Mais il faut que ce soit utile, il faut que ça serve à quelque chose. Il faut qu'on se dise, OK, est-ce que ce que je fais est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça va améliorer l'expérience, la vie de quelqu'un, ce que je fais là maintenant actuellement? Versus, est-ce que je suis juste là pour me faire plaisir? Donc, être utile, relativement évident, mais c'est bien de le mentionner. Enfin, troisième règle, c'est il faut exister sur plusieurs réseaux et pas un seul réseau. Ça, c'est plus une question d'antifragilité. Si vous existez que sur un réseau et vous faites kicker, bah, en fait, vous êtes mort, quoi. OK, donc ça, c'est l'existence d'un MVG. Je pense qu'à la suite de ce cours, de ce live, c'est ultra important que vous posiez et que vous dites: «OK, quel est le MVG? Sur quoi je voudrais me positionner? Sur quoi je peux commencer?» Je développerai un peu plus en profondeur ces notions dans ce live, mais sur quoi je peux me positionner, qui m'intéresse, qui est pertinent, sur lequel je peux être utile et sur lequel je voudrais, ouais, compound, donc avoir un effet cumulé sur la durée. Un MVG, il s'enracine sur les 3 R. J'aime bien les acronymes, les schémas et tout. OK, iPad, roulement de tambour. Est-ce que l'iPad, ça va fonctionner? Ah bah voilà, super. OK, donc les 3 R. Premier R, c'est le rêve. OK. Le rêve, c'est finalement quel est finalement le message positif? Quelle est la projection? C'est un peu aussi le future pacing. Quelle est la projection, je dirais, dans le futur, dans la transformation de soi que le MVG propose? Le rêve peut être sur une notion positive ou sur une notion négative. Alors, là-dessus, il y a un truc qui est pas toujours évident. C'est beaucoup plus facile, je dirais, de dire aux gens: «Hey, tu as mal là, au pied. Bon, bah, tu peux ne plus avoir mal au pied». Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, qui déclenche beaucoup plus facilement du clic de l'intérieur, parce que le mec, il a mal au pied, tu dis: «Hey, tu pourrais ne plus avoir mal au pied». Il fait: «Bah, ça m'intéresse». Le problème finalement d'un rêve qui est négatif, donc enfin négatif, c'est pas que tu promets que le monde il va cramer, c'est juste que tu promets de t'éloigner de la négativité. Néanmoins, le focus, le point d'ancrage, il est autour de la négativité. Donc la négativité, c'est super pour choper l'attention, c'est pas si ouf que ça pour finalement, stimuler les masses. Tu vois, genre, hem tu Trump, tu vas pas juste tu vois, enfin Trump, tu vois? Ah quoi que tu vas me dire, Trump, tu vois, genre drain the swamp, donc en gros, je dirais assécher le marécage. C'est OK, il y a un truc qui est négatif qu'on n'aime pas et qu'on va donc réduire. Mais finalement, le message positif en 2016, je ne sais plus ce que c'était le message en 2020, mais le message positif en 2016, c'était «Make America Great Again». Donc en fait, on se projette sur un truc positif. Vous prenez par exemple Éric Zemmour. Heu c'est surtout, le gourou. OK? Vous prenez Zemmour. Pourquoi Zemmour, finalement, il allait dans le mur dès le jour 1? Parce que Zemmour, c'était que quelque chose de négatif. C'était, on va arrêter l'immigration, on va arrêter l'islam, on va arrêter des trucs comme ça. Donc déjà, c'était très polarisé, voire agressif contre une partie de l'électorat. On en pense ce qu'on veut, mais c'était quand même un discours qui était relativement agressif. Mais Zemmour était surtout incapable de proposer une vision stimulante du futur. Il te faisait des cours d'histoire sur pourquoi c'était trop bien les années 60. OK, c'est bon, on n'y est plus. Mais il était incapable d'aller proposer une vision stimulante du futur. Et c'est pour ça que le Million Viable Guru, il peut utiliser l'éloignement de la négativité pour choper de l'attention. C'est cool. Mais il doit focaliser surtout sur cette vision positive. Donc pensez à Zemmour. Zemmour, c'est un peu, entre guillemets, le truc technique. Je suis pas là, moi je suis ni pour ni contre, je m'en fous, je vis pas en France. J'aime juste observer, d'accord? Mais Zemmour, retenez Zemmour, cette incapacité à proposer une vision collective
inclusive, pas inclusive au sens cheveux bleus, mais au sens où les différents segments de la population, les différentes religions, les différents groupes je dirais, démographiques, sociologiques, etc., peuvent se retrouver et se dire « mais oui, c'est positif, je veux ça ». Donc, Amir Webel-Guru, il va proposer une vision positive du futur, d'accord? Et il va y avoir l'élément du rêve. Enfin, le deuxième élément, ça va être la relation. Alors, la relation, c'est évidemment, pour rappeler ce que je vous avais dit, hein, la valeur économique à notre âge, elle est soit dans l'extrême techno, soit dans l'extrême relation. Vous vous souvenez? D'accord. Donc, évidemment, le binôme Webel-Guru, il est dans la relation. La relation, elle se fait à deux niveaux. Elle peut être verticale, ou elle peut être horizontale. Alors, la relation verticale, c'est il y a le gourou et il a une audience, il a des fans, il a des clients, etc. Donc, on est vertical. Il y a le gourou, salut, il est là, et en bas, il y a des gens. Et donc, il y a une verticalité. Le gourou, il est en haut, les gens, ils sont en bas, donc il y a cette relation. Verticalité, ça ne veut pas dire qu'il y a une forme de supériorité, ça veut juste dire que c'est un mouvement ascendant-descendant. L'horizontalité, c'est que on va dire que les gens qui suivent ce gourou ont un lien entre eux. Okay, et donc, en fait, certes, ils ont un lien avec le gourou, mais aussi un lien entre eux. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est avoir les deux, c'est avoir un lien avec le gourou, mais que les gens aient un lien entre eux. Pourquoi nous, on s'appelle les fils de Plutonette? Pourquoi j'ai quitté finalement Teachable ou Hotmart pour aller vers school.com comme espace membre comme formation? Pour que les gens puissent discuter, pour que les gens puissent s'entraider. Alors, vous allez me dire, moi, je ne suis pas le mec qui a le plus la fibre, on va dire, communautaire. Je suis un autiste. C'est pas pour, on va dire, par définition, ouais, je ne suis pas très fort. Mais on essaie de mettre en place cette possibilité où les gens peuvent se parler entre eux. On avait testé Discord par le passé, mais Discord, je ne supporte pas, c'est toujours le bordel. Donc, vertical, vous avez des fans. Horizontal, vous avez une communauté. Et on fait souvent un abus de langage. On croit, ah ouais, Norman, il a une communauté. Ou je ne sais pas quel youtubeur, il a une communauté. Non. Norman, il a des fans, c'est de la verticalité. Les gens qui suivent Norman, ils ne se rassemblent pas en mode, tiens, on va faire un meet-up, oh, on va tous se parler entre nous, on est sur, je sais pas, un Discord, un discours, on est sur un groupe Telegram, peu importe. Non, il y a des fans, il y a une verticalité, il n'y a pas une horizontalité. On n'est pas obligé d'avoir les deux. On peut être que sur du vertical. C'est OK d'être que sur du vertical. Ce n'est pas très grave. J'ai les Kardashians, on n'est que sur du vertical, par exemple. Il n'y a pas de souci. L'horizontal est intéressant dans la mesure où il peut créer un effet d'entraînement, une inertie, un lien social qui renforce quelque part la valeur des interactions et du concept. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la loi de Metcalfe? La loi de Metcalfe. Oui, oui, Norman, mauvais timing. Bon. Metcalfe. Alors, la loi de Metcalfe, je vais aller ici. Attends, je mets ça. Qu'est-ce que c'est de merde? Ok. Ça peut se dégager, ça? Ah, cool. Ok. Donc, la loi de Metcalfe. Alors, la loi de Metcalfe, elle stipule que la valeur d'un réseau, elle peut s'estimer au carré du nombre d'interactions entre les membres du réseau. Mettons que le réseau, il y a l'individu A, l'individu B. Il y a une relation. Maintenant, vous avez un réseau avec A, B, C, D, E, F. A, il est en contact avec C et avec F. F, il est en contact avec tout le monde parce qu'il est ultra social. B, il est en contact seulement avec F et C. D, il parle à machin. Et donc, en fait, il y a beaucoup plus de relations. Plus il y a finalement de liens, on va dire, entre les gens, plus ce réseau a de la valeur. A de la valeur notamment économique. Ça a de la valeur en termes de création de sens, parce qu'il se passe plein de choses, il y a de l'entraide, il y a de la relation. Encore une fois, on revient au business de la relation. Donc, il y a beaucoup plus de relations. Donc, il y a une valeur en termes de création de sens pour les gens et une valeur en termes de création de valeur économique, de valeur ajoutée, de thunes. D'accord? C'est la loi de Metcalfe. Donc, une relation qui est verticale, une relation qui est horizontale. OK. Troisième R, c'est la rétention. La rétention, ça va être ce qu'on va dire là, lifetime, enfin la LTV, donc la lifetime value ou CLTV, Customer Lifetime Value. C'est fondamentalement une autre manière de comprendre la valeur, l'impact, c'est combien de temps la relation elle dure. Si le mec s'intéresse à vous, boum, après il passe à autre chose, il vous oublie, pas terrible. Si le mec il s'intéresse à vous, il revient, il s'intéresse, il interagit, etc.,
qu'il soit client ou pas client, même si c'est quelqu'un, regardez, même si le mec n'est pas client, il n'est pas client chez vous, mais il revient, il consomme votre contenu, il interagit, etc. Eh bien, il y a une création finalement d'utilité, il y a une création d'un lien, il y a un lien qui se renforce, etc. Alors, on demande c'est quoi la différence entre la rétention et la relation. La relation, c'est le fait qu'il y a un lien entre deux individus. La rétention, c'est une notion de temps. C'est que dans le temps, ce lien se maintient. Donc, une personne, un fan reste fan dans la durée, un client reste client dans la durée. C'est ça la notion, la différence entre rétention. Attention, on est sur une notion de temps. D'ailleurs, dans lifetime value, lifetime, enfin time, temps, tu vois. OK, donc ça, c'était les 3 R. On a vu les 3 R. Quand vous allez travailler votre minimum viable guru, fondamentalement, on va renouer avec les classiques du marketing. Attends, peut-être du coup, je vais repartager l'écran. On va renouer avec les classiques du marketing, à savoir marché, niche, sous-niche. Vous voyez, c'est pour que les gens en aient quelque chose à foutre de vous. OK. Donc, il y a, vous connaissez le truc, hein, il y a un marché. Après, on va voir des niches. Après, on va voir des sous-niches. Genre, je prends des exemples vraiment bateaux. Il y a le marché de la thune. Okay, donc là, c'est le marché, on va être sur la thune. Okay. Dans le marché de la thune, il y aura le marché de l'invest. Dans le marché de l'invest, il y aura les cryptos. Et après, on pourra aller même sur, encore petit, genre, je sais pas, les airdrops. Ou on pourra être sur, je sais pas, tu vois, Solana, quoi. Les mecs qui sont juste sur tout ce qui parle de Solana, par exemple, ou les NFT. Même NFT, ça serait super gros, tu vois. Ça pourrait être NFT, et là, elle serait NFT sur Blur, par exemple, quoi, .io. Bon, ça fait pas. Et ce qui est assez important, c'est d'aller, je dirais, vers la spécificité. Là, c'est large. Là, c'est spécifique. Spécifique. Il faut aller vers un truc de très spécifique. Si vous êtes trop large, c'est plan-plan, tout le monde en parle, c'est vu et revu, c'est pas vendant. Donc, il faut aller se nicher, aller vers quelque chose qui est très spécifique. Une fois qu'on s'est niché, on peut aussi aller travailler un mécanisme unique. C'est est-ce qu'il y a une méthode, est-ce qu'il y a un secret, est-ce qu'il y a un regard, est-ce qu'il y a une connaissance que vous pouvez brander. D'accord? Typiquement, vous allez sur Twitter, il y aura tout le copyright, tu as tout le marketing. Tu vois, ok, putain, marketing, tu fais chier. Après, tu as tout le copywriting. Tu vois, ah, putain, copywriting, il y en a trop. Après, tu as tout le copywriting. Et après, là, tu vas rentrer peut-être copywriting email, copywriting landing page, copywriting Twitter. Et tu vois, et c'est le mec, et ceux qui sont pertinents, c'est le mec qui va dire, OK, moi, je suis le gars qui fait copywriting email, copywriting landing page. Envoyez-moi vos landing pages, je les démonte. Il y a des mecs comme ça qui font plein de thunes. Ils font juste des landing pages et ils sont payés pour démonter la gueule des landing pages des gens. Et les gens disent, vas-y, je te file 100 balles, tu me démontes ma landing page et tu me dis comment faire mieux. Et ça marche de fou. Bon business, ça d'ailleurs, pour s'il y en a qui ont envie de se lancer là-dessus. Bon biz. Assez facile à faire. Et en plus, ça demande juste d'avoir un esprit critique, bam, tu vois, bien agressif, et il vient de pouvoir proposer des améliorations. Donc, on va vers la spécificité et on se demande, est-ce que du coup, on peut avoir un mécanisme. Il y a 2 un mécanisme? Je ne sais plus, je suis un alphabète. C'est comme ça. Mécanisme unique. Qu'est-ce qu'il y a de très spécifique? Donc voilà, votre minimum viable guru, il ne peut pas être sur marketing en ligne. Okay, c'est pas genre, ouais, Thibaut marketing en ligne. Tu fais, non, on va te faire foutre Thibaut. Ça va être Thibaut, je dirais storytelling par email. Ou Thibaut, tu vois, conversion sur les upsells. Mine de rien, pareil, un mec qui est spécialisé sur comment faire un carnage en upsell. Il n'y a pas grand monde qui est bon pour faire un carnage en upsell. Il n'y a personne. Vous connaissez des formations sur les upsell? Il n'y en a pas. Carnage en upsell. Upsell carnage. C'est un positionnement. Hein. Tant que ce n'est pas encore interdit par l'Union européenne, les upsells. Tu vois, ou back-end exponentiel, ou je ne sais rien. Oui. Truc à faire. Donc, on s'éloigne du large pour aller vers la spécificité, parce que le large, il y aura un côté au putain encore un. Right? Deuxième, donc on a vu le MVG, les 3 R, le positionnement très spécifique. Enfin, il y a le CPE. Le CPE, ça veut dire commencer par exister.
Je dirais, pour commencer, il faut commencer. Pour exister, il faut commencer. Donc, il faut faire des choses. Donc, le mieux, c'est vous arrêtez de vous branler. Vous commencez aujourd'hui. Un positionnement peut évoluer un petit peu. Alors, évidemment, vous ne passez pas de la cuisine chinoise au copywriting email. Ça va de soi. Sinon, les gens qui vous suivent, ils ne vont pas comprendre ce qu'ils foutent là. Mais c'est important de commencer. Moi, je recommande en général de travailler sur 3 réseaux, de se dire, OK, je veux faire 70% sur un premier réseau, 20% sur le deuxième et 10% sur le troisième. Et si possible, choisir des réseaux où on peut avoir un compound. Je vous donne le truc. Typiquement, si vous bâtissez du réseau sur Telegram, le problème du Telegram, c'est que vous créez du contenu qui, certes, sera très bien vu et aura, je dirais, un taux de reach, donc reach, c'est-à-dire qui va toucher un très gros pourcentage des gens qui sont sur votre groupe Telegram ou qui sont sur votre profil, enfin, on dit groupe, on dit page, enfin bref, sur votre page de votre groupe, quoi. Canal, pardon, sur votre canal. Mais le problème de Telegram, c'est que l'algorithme de Telegram ne va pas faire découvrir ce contenu à d'autres personnes. Sur Twitter, tous vos followers ne voient pas ce que vous faites, mais si c'est intéressant, s'il y a de l'interaction, des gens qui ne sont pas vos followers peuvent vous découvrir et donc devenir des followers et donc devenir potentiellement des fans ou des membres d'une communauté. Donc, c'est pas mal de se dire, vous pouvez avoir, genre, éventuellement, vous pouvez vous dire, vas-y, je mets 10% sur Telegram, mais derrière, je veux miser sur des réseaux où il y a donc un effet de réseau et où il y a un reach et donc je peux toucher des gens en dehors de mes followers. Je peux donc croître en créant du contenu, croître en interagissant, croître en contribuant, croître en étant invité, etc. Donc 70, 20, 10. Essayez d'avoir 3 réseaux, c'est quand même plus antifragile. Moi, c'est ce que je recommande. Pour centraliser et faire un peu la navigation entre vos réseaux, je vous conseille d'utiliser un BioLink. OK, donc petite démo. Allez sur frog.tech, faites un compte gratuit, pas besoin de payer, vous en battez les couilles de payer. Vous créez un workspace, donc là, vous mettez votre pseudo. Important, si vous avez envie de vous positionner sur un prénom, sur un nom de business et tout, sécurisez maintenant votre URL. Si vous voulez vous appeler Walla et qu'il y a un mec qui prend Walla, vous ne pourrez pas vous appeler Walla, d'accord? Donc, vous mettez, je ne sais pas moi, là, on vient d'introduire cette fonctionnalité il y a 2 jours. Donc, limite, foutez votre prénom ou foutez le nom de votre business, etc. C'est pour ça que vous pouvez utiliser ce truc-là. Et vous faites OK, create, confirm my workplace, machin. OK, et ça vous proposera directement, en fait, un premier funnel qui est donc de facto, enfin, qui est votre BioLink. OK, donc je clique dessus. C'est-à-dire, est-ce que ça marche? Est-ce que ça foire? Et ça foire. Ah, il n'est pas live. OK, super. OK. Ah oui, donc du coup, il faut bien appuyer sur le petit bouton là pour le rendre live. Sinon, il n'est pas live, la page. Et là-dessus, du coup, vous allez générer une page comme ça, où là, vous foutez vos liens. Là, vous mettez une vidéo. Là, vous pouvez foutre des liens, etc. En gros, ici, vous pouvez intégrer votre autorépondeur. Mailchimp, il est dessus. ActiveCampaign, il est dessus. Puis, on va rajouter les autres. On va voir si on peut rajouter. Il faut que je check les API. Si vous êtes sur system.io et que vous voulez garder votre emailing system.io, à vos risques et périls, non, je rigole, mais vous pourrez probablement l'intégrer ici et on va rajouter les trucs principaux. Donc là, vous foutez aussi peut-être un call to action, cours gratuit, machin. Évidemment, tout ça, vous pouvez éditer, déplacer, machin, vous promener dessus. Là, j'ai fait une démo avec évidemment un compte de démo d'Alex Hormozy. Alex Hormozy n'utilise pas ça, hein. Je ne suis pas en train d'usurper son identité, juste au cas où. Et vous foutez ça en biographie à la place de Linktree. Parce que Linktree, c'est dégueulasse. Autant faire un truc un peu sexy, ou vous pouvez directement foutre une vidéo si vous avez fait une vidéo, mettre des liens, avoir des vrais call to action, choper du lead, etc. Et c'est gratos. Okay, et l'idée, c'est d'essayer d'avoir un truc où on voit votre gueule, où vous pouvez écrire quelques mots sur vous, voilà, vous pouvez avoir un truc un peu plus dynamique, un peu plus personnalisé, un peu plus sexy, un peu plus stimulant qu'un Linktree ou grosse Linktree. Linktree, il y a un petit côté administration soviétique. On a un petit peu envie de se mettre une balle. Les RX, c'est pour revenus exponentiels. Bon, revenu, c'est simple, tu gagnes de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est l'exponentiel. Pourquoi? Tout ce qu'on vit aujourd'hui est radical. Les inégalités sont radicales, l'innovation est radicale, la géopolitique est radicale, la connerie du gouvernement est radicale. Tout est extrême. Et cet extrême, il fait des gagnants et des perdants. Les gagnants des revenus exponentiels gagnent 10, 20, 30, 40, 50, 100 000 euros par mois. J'ai un gars une fois qui m'a appelé, il avait 17 ans, il tournait à 50K par mois, et le lendemain il passait le bac. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Les RX, c'est les techniques qui permettent de gagner ces revenus exponentiels. Jour après jour, mois après mois, sur Internet. Peu importe d'où vous démarrez. Aujourd'hui, les RX, ça a été suivi par près de 5000 personnes. C'est un concept qui a fait ses preuves et qu'on enrichit tous les mois.